La méningite est un sujet important à aborder parce que les séquelles peuvent être graves et causer d'importantes entraves au niveau du fonctionnement occupationnel. Cette capsule répondra à la question de comment la méningite peut influencer l'engagement occupationnel de la personne. Nous répondrons à cette question par le biais des sujets suivants. Nous allons tout d'abord vous expliquer ce qu'est une méningite, puis nous allons discuter des causes ainsi que des voies de transmission. Nous allons ensuite aborder les symptômes, le diagnostic, les différents traitements possibles ainsi que les impacts fonctionnels et le rôle de l'ergothérapeute. Il existe deux grandes catégories de méningites, soit les méningites virales et les méningites bactériennes. Cette dernière est d'ailleurs beaucoup plus grave que la méningite virale. Nous allons donc vous expliquer un peu plus en détail ces deux types de méningites. Il est important de savoir que la fréquence d'apparition de la méningite varie beaucoup selon les différentes régions du globe en raison de l'accès à la vaccination. La méningite virale touche davantage les enfants de moins de 10 ans et débute généralement l'été et au début de l'automne. Il s'agit de la forme la plus commune et la moins grave. La méningite bactérienne, pour sa part, est plus fréquente l'hiver et est beaucoup plus grave que la méningite virale. Le nombre de cas de méningite bactérienne a chuté drastiquement avec l'apparition des vaccins. Toutefois, elle touche encore 7 enfants de moins de 2 ans sur 100 000. De plus, une personne sur 10, parmi les gens ayant contracté la maladie, en meurt. Plusieurs facteurs augmentent le risque de souffrir d'une méningite. Tout d'abord, les enfants, les jeunes adultes et les personnes âgées sont plus à risque de contracter une méningite. Les deux types de méningites sont contagieuses, il est donc dangereux d'avoir des contacts intimes avec une personne infectée. De plus, la fatigue et le stress seraient tous des facteurs augmentant le risque d'avoir une méningite. Tout d'abord, il est important de savoir que le système nerveux central est recouvert par 3 membranes appelées méninges. En partant de l'extérieur, il y a la dure-mère, la membrane arachnoïde et la pimère. De plus, se situe entre la pimère et la membrane arachnoïde l'espace sous-arachnoïdien, dans lequel on retrouve le liquide céphalorachidien. C'est d'ailleurs ce liquide qui protège le cerveau et la moelle épinière des chocs en les amortissant. Cela dit, la méningite est une inflammation des différentes couches tissulaires recouvrant les méninges du cerveau et la moelle épinière, ainsi que l'espace céphalorachidien. La classification des méningites se fait selon le mode d'apparition, soit bactérienne, virale ou autre. Elle peut également se faire selon la vitesse d'apparition, soit aiguë, subaiguë ou chronique. Dans le cadre de cette vidéo, nous aborderons les deux types de méningites les plus connus, soit la méningite virale, aussi connue sous le nom de méningite aseptique, et la méningite bactérienne aiguë. La méningite virale n'est pas causée par des bactéries ou des micro-organismes. Elle peut être causée par un virus, des troubles autres que des infections ou des réactions médicamenteuses. Toutefois, les causes les plus fréquentes sont les entérovirus, soit des virus qui ont tendance à vivre dans le tube digestif, causant des infections très contagieuses. Il s'agit de la forme de méningite la plus répandue, ainsi que celle la moins grave. D'autres types de virus, tels que le virus herpès simplex, le virus varicelle zona, les virus transmis par les moustiques, le virus de la chorioméningite lymphocytaire et le VIH, peuvent causer des méningites virales, mais il est à noter que ceux-ci sont moins courants. La méningite virale peut se transmettre de différentes façons. La voie la plus fréquente est par la circulation sanguine, en provenance d'un site infecté d'un autre organisme. Les virus peuvent également être transmis par le contact avec des selles contaminées, par des rapports sexuels ou tout autre type de contacts génitaux avec une personne infectée. De plus, les insectes tels que les moustiques peuvent aussi transmettre les virus par une piqûre. Il est également possible d'inhaler le virus se trouvant dans l'air ou encore en étant en contact avec des poussières ou des aliments contaminés. Finalement, l'utilisation de seringues souillées peut être une autre voie de transmission. Parlons maintenant de la forme la plus connue de méningite, soit la méningite bactérienne aiguë, qui est une forme grave et évoluant très rapidement. La probabilité d'être affecté par une bactérie dépend de plusieurs facteurs, tels que l'âge, la voie de transmission, ainsi que l'état du système immunitaire de la personne. Nous verrons maintenant les différentes espèces bactériennes pouvant être à l'origine de cette maladie. La forme la plus fréquente est la méningite à pneumocoque, causée par la bactérie Streptococcus pneumonia. 40% des gens sont porteurs, et dans la plupart des cas, cette bactérie est présente chez la personne sans que celle-ci en ait connaissance, c'est-à-dire que la bactérie ne produit pas la maladie. Toutefois, lorsque la bactérie devient active, elle cause une forme sévère de méningite et multiplie par 6 les risques de séquelles. Cette bactérie se multiplie au niveau du nez et de la gorge, et il est possible de la contracter par contact direct avec des sécrétions. Auparavant, la principale cause des méningites bactériennes était la bactérie Hib. Toutefois, depuis 1992, la vaccination est recommandée chez tous les nourrissons, ce qui a diminué de 98% le taux de méningite causé par cette bactérie. Tout comme celle causée par le pneumocoque, cette forme de méningite est très grave et peut être transmise par contact avec les sécrétions nasales ou celles de la gorge. Chez le nouveau-né et la personne âgée, un type de méningite fréquent est la méningite à E. coli. On retrouve cette bactérie dans le côlon de tous les sujets sains et chez la plupart des mammifères. Environ 20% des nouveau-nés en meurent en dépit du traitement,
ce qui en fait une forme de méningite très grave. Finalement, il existe les méningites streptocoques du groupe B. Cette forme apparaît souvent chez les nouveau-nés de moins de 3 mois, cause une infection grave et la plupart des survivants en gardent des lésions cérébrales définitives. Chez une mère porteuse de la bactérie, il y a 50% des chances que le nourrisson la contracte, soit avant ou pendant l'accouchement. Les bactéries peuvent être transmises par différentes voies. Tout comme pour la méningite virale, la voie de transmission la plus commune est par la circulation sanguine, en provenance d'un site infecté, comme l'oreille ou les sinus par exemple. La bactérie peut également être introduite suite à une blessure perforant la boîte crânienne ou au cours d'une intervention chirurgicale au niveau du cerveau ou de la moelle épinière. Un drain installé au niveau du crâne pour diminuer la pression intracrânienne peut également constituer une porte d'entrée pour les bactéries. Maintenant que nous avons vu différents types de méningites, voyons ce qui cause l'inflammation des méninges et quelles sont les complications qui en découlent. Tout d'abord, lorsque la bactérie atteint les méninges et l'espace sous-arachnoïdien, le système immunitaire réagit, ce qui cause l'inflammation. Une trop grande augmentation de la pression intracrânienne peut amener plusieurs complications, comme un accident vasculaire cérébral, des lésions cérébrales graves, une augmentation de la pression dans les ventricules, ainsi qu'une atteinte des nerfs crâniens. L'infection peut également se répandre au niveau de l'organisme entier et produire une septicémie. Les symptômes liés à une méningite virale ressemblent en grande partie aux symptômes propres aux infections virales, soit de la fièvre, des malaises généraux, de la toux, des douleurs musculaires, des vomissements, des pertes d'appétit et des maux de tête. Certains symptômes de la méningite apparaissent plus tard, tels que les maux de tête, la fièvre et les raideurs de la nuque. Les symptômes des méningites virales sont moins graves et se développent moins rapidement que ceux de la méningite bactérienne. Pour ce qui en est des symptômes de la méningite bactérienne aiguë, on observe des raideurs au niveau de la nuque, de la fièvre, des maux de tête, des éruptions cutanées, des confusions, de l'apathie et de la léthargie, des convulsions et des vomissements. Le diagnostic de la méningite débute par l'élaboration du tableau clinique, soit l'identification des symptômes discutés plus tôt. Les symptômes plus graves peuvent être un indice de la méningite bactérienne. Une ponction lombaire pour retirer du liquide céphalorachidien peut également être effectuée. Pour différencier la méningite virale de la bactérienne, il y aura un dosage du taux de glucides, de protéines et du nombre de globules blancs dans le liquide céphalorachidien. Il y aura ensuite un examen au microscope pour identifier le type de bactérie. Les antibiotiques sont habituellement débutés de manière préventive dès que l'on soupçonne une méningite bactérienne. Nous en discuterons dans la prochaine section. Lorsque les symptômes présentent une augmentation de la pression ou un effet de masse intracrânienne, il faut valider avec la neuroimagerie comme un IRM ou un TDM avant de procéder à la ponction lombaire. Par contre, si les symptômes du tableau clinique ne présentent pas de soupçon de la méningite bactérienne, la méningite virale est directement soupçonnée. Dans ce cas, une ponction lombaire peut être effectuée pour écarter définitivement la méningite bactérienne. Ensuite, on peut effectuer un test PCR qui permet d'identifier le virus responsable. La méningite virale a peu de traitement. En fait, chez un individu avec un système immunitaire sain, la récupération se fait spontanément. Pour certains types de virus en particulier, par exemple le VIH ou le varicelle zona, il existe des traitements spécifiques par médication. De son côté, la méningite bactérienne peut être traitée par des antibiotiques, soit des bactéricides qui traitent les bactéries qui sont responsables de l'affection. Il est également possible d'utiliser des corticostéroïdes afin de diminuer l'inflammation cérébrale. Puisque la méningite bactérienne est très grave, la plupart des patients sont hospitalisés sur une unité de soins intensifs. Il est possible de prévenir la méningite bactérienne par les vaccins. De plus, dès que l'on soupçonne une méningite bactérienne, il est toujours conseillé de donner des antibiotiques sur le champ afin de prévenir une éventuelle dégradation. Les gens entourant une personne touchée par ce type de méningite doivent eux aussi prendre des antibiotiques et prendre les mesures d'hygiène nécessaires afin d'éviter la transmission de la bactérie. La méningite peut engendrer plusieurs séquelles et impacts fonctionnels chez la personne atteinte. En effet, une étude montre les effets que les deux types de méningite peuvent avoir sur le sommeil. En faisant passer le questionnaire à 86 patients atteints et à un groupe contrôle de 42 individus sains, les résultats montrent que le groupe atteint par la maladie décrit davantage leur sommeil comme étant réduit en qualité et moins récupérateur que les autres. Chez les enfants, on peut observer des déficiences intellectuelles, soit des difficultés dans la mémoire à court terme, des troubles de comportement et des mauvaises performances académiques. De plus, on observe des dysfonctionnements au niveau cognitif, comme des déficits d'attention, des problèmes mnésiques, des troubles d'apprentissage, une perte des fonctions exécutives et une diminution des fonctions visuelles constructives. L'atteinte de certains nerfs crâniens par la méningite peut provoquer la cécité, la surdité, la paralysie et des retards mentaux. Toutes ces dysfonctions au niveau cognitif rendent le patient plus susceptible d'expérimenter des difficultés dans leur fonctionnement global quotidien.
La méningite bactérienne peut également amener des complications rendant la situation beaucoup plus sévère. À plus long terme, des séquelles telles que l'ataxie, la parésie, l'hydrocéphalie, l'épilepsie, le diabète insipide, la déficience intellectuelle et des troubles du comportement ou de l'apprentissage peuvent être observés. En tant qu'ergothérapeute, notre contribution avec ce type de clientèle peut être cruciale afin de permettre aux clients de fonctionner adéquatement au quotidien malgré les déficits causés par la maladie. Nous pouvons faire du réentraînement cognitif avec nos clients afin de restaurer le plus possible les atteintes fonctionnelles. Nous pouvons également travailler avec le client à développer des stratégies pour surmonter les problèmes. Étant donné que cette maladie touche aussi beaucoup les enfants, le rôle des ergothérapeutes en milieu scolaire est important afin d'encadrer et soutenir les enfants pour améliorer le rendement dans les tâches et activités essentielles à la réussite scolaire. Nous avons également un rôle à jouer auprès des parents pour leur enseigner les stratégies à faire à la maison. En conclusion, la méningite peut être virale ou bactérienne, ce qui peut amener des symptômes et des complications différentes. Il est également possible d'affirmer que cette maladie peut causer d'importants impacts fonctionnels au niveau de la personne, ce qui justifie l'implication d'un ergothérapeute avec les personnes atteintes de cette maladie. Tel que vu précédemment dans la présentation, dès que la méningite bactérienne est soupçonnée, il est recommandé de commencer le traitement aux antibiotiques tout de suite afin d'éviter le plus possible de séquelles graves. Dans le cas où le patient n'est pas atteint de la méningite, il est intéressant de se questionner quant aux enjeux éthiques abordant le développement de la résistance aux antibiotiques suite à une utilisation inutile d'antibiotiques.